Les annonces concernant l'ouverture ou non des stations de ski en décembre sont attendues dans une dizaine de jours. D'ici là, les domaines se préparent à attendre les vacanciers et essayent d'innover. Sur la période de mai à septembre, le nombre de bénéficiaires de la Banque alimentaire de l'Isère a augmenté de 20% entre 2019 et 2020. Le département et les agriculteurs s'allient pour fournir des fruits et légumes locaux. Et puis il a commencé à bidouiller des vélos électriques pour ses copains. Il est maintenant à la tête d'une véritable start-up installée à Grenoble. E-Bike Labs donne envie de passer au VAE. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 24 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À cette période de l'année, on avait coutume de dire « y aura-t-il de la neige à Noël ?» Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si les stations de ski pourront ouvrir pendant les prochaines vacances. Les professionnels de la montagne devraient être fixés dans une dizaine de jours. Les domaines se tiennent de toute façon prêts à accueillir les vacanciers, mais aussi ceux qui viendraient des vallées environnantes. C'est le cas à l'Alpe d'Huez. Pour nous, tout est prêt, comme tout est prêt dans la station, pour que dès qu'on appuie sur le bouton, tout démarre. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est informer, rassurer, convaincre, de façon à ce que ceux qui ont envie de venir en vacances à la neige et à l'Alpe d'Huez soient rassurés, ne soient pas inquiets. Des mesures qu'on prend dans la station pour les protéger, mais aussi que si jamais ils veulent réserver et qu'ils hésitent, ils savent que de toute façon sur la station, leur réservation en cas d'annulation Covid sera faite sans problème. Jusqu'à début novembre, les réservations se présentaient plutôt pas mal, sachant effectivement qu'on part pour ne pas avoir de clientèle internationale, en tout cas pas les Anglais et les Scandinaves, qui sont des clientèles importantes. Je rappelle que les Anglais, c'est un client sur 4, normalement à l'Alpe d'Huez, mais qu'on aura certainement des Belges, on aura certainement un petit peu plus de Français que d'habitude. On a vu ce qui s'est passé cet été, même si tout n'est pas tout à fait comparable. On va avoir de très grosses vacances scolaires françaises, de très gros week-ends. Le mois de janvier va être un petit peu en deçà de ce qu'on a d'habitude. En tout cas, on a axé toute la promotion de l'automne sur le marché national, le marché de clientèle de proximité, Grenoble, Lyon, Valence, Saint-Étienne, de façon à renforcer la fréquentation de la station. On a une bonne dynamique. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, ça va être un hiver un petit peu plus compliqué que d'habitude. À la montagne, on est habitué à être réactif et à être créatif, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Du côté des 7 lots en Beldon, on recherche des ambassadeurs, 7 évidemment, pour faire la promotion de la station sur les réseaux sociaux. L'annonce a d'ailleurs été publiée sur Instagram et Facebook. Condition sine qua non, faire de belles photos et aimer les 7 lots, bien sûr. Les candidatures sont à envoyer avant le 1er décembre avec un petit mot de motivation et un joli cliché qui devra faire la différence. À la clé, un kit ambassadeur, des forfaits et des journées VIP. Mais pour encore beaucoup trop de monde, la question n'est pas de savoir s'ils pourront skier, mais simplement s'ils pourront manger. En raison de la situation sanitaire, la Banque alimentaire reporte sa grande collecte annuelle prévue du 27 au 30 novembre. Elle aura lieu, si tout se passe bien, entre le 29 et le 31 janvier. Mais les activités continuent et pour combler ce déficit de denrées, les agriculteurs isérois et le département sont venus à prêter main forte. Lilian Veillé. Ce matin, comme souvent depuis le premier confinement, Luc apporte une livraison de produits à la Banque alimentaire. On amène des carottes, des poireaux, des courgettes, des courges, les légumes du moment, avec un peu de pommes et des poires en fruits, toujours des fruits du moment. Le département fait livrer entre 1 tonne et 1,2 tonne de fruits et légumes hebdomadaires pendant 10 semaines à la Banque alimentaire de l'Isère. C'est dans la continuité du premier confinement où la collectivité avait apporté plus de 6 tonnes de fruits et légumes locaux. Nous avons opté au département, en soutien à notre filière agroalimentaire, de renouveler cette opération qui va s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'au 18 janvier de livraison d'1 tonne de fruits et légumes pour permettre une alimentation de qualité aux bénéficiaires de la Banque alimentaire. Étudiants, mères célibataires, personnes isolées, chômeurs ou retraités, ces bénéficiaires sont en très forte hausse. Ils ont augmenté de 20% entre 2019 et 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. Ça représente aujourd'hui 6 500 bénéficiaires chaque semaine. Et à cela, il faut rajouter 3 000 bénéficiaires que nous accompagnons dans des lieux d'hébergement. Et là, on fait de la restauration, c'est-à-dire qu'à partir de notre cuisine 3 étoiles solidaire, on va faire des viandes et des légumes. Chaque semaine, la Banque alimentaire distribue entre 45 et 50 tonnes de produits. Et ces livraisons permettent aussi d'aider les agriculteurs locaux, notamment le groupement de producteurs récoltés pour restauration collective et terroir, car l'épisode sanitaire perturbe fortement leur livraison pour la restauration dans les établissements scolaires et les entreprises.
Premier confinement, tous les restaurants scolaires étaient fermés et nous travaillions exclusivement avec la restauration scolaire collective. Et le département avait joué le jeu en nous achetant une partie de nos produits, parce qu'on avait des difficultés pour les vendre, on ne savait pas trop quoi en faire. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la Banque alimentaire de pouvoir suivre la hausse de ses bénéficiaires. En 2019, elle avait distribué plus de 2000 tonnes de produits à ses 90 associations partenaires. En 2020, le chiffre risque d'être encore plus élevé. Et parmi les associations partenaires, les Restos du Cœur, dont la campagne d'hiver a débuté ce mardi. Le plan de relance mis en place par l'État devrait également permettre de dégager des fonds afin de réaliser des achats d'épicerie et de produits laitiers. Grenoble-Alpes Métropole vient de demander à l'État de pouvoir expérimenter l'encadrement des loyers, non seulement sur le territoire de la ville-centre, mais sur 28 communes en tout situées en zone tendue. Objectif de la collectivité, lutter, je cite, contre les abus. Un loyer médian serait fixé et les propriétaires ne pourraient pas aller au-delà de 20% de plus. Selon l'Observatoire des loyers, en 2019, il existe de fortes disparités entre les secteurs de l'agglomération, avec des loyers médians s'échelonnant entre 9,4 et 12 euros le mètre carré. Prévu pour durer 3 ans, l'encadrement des loyers pourrait concerner 60% des locataires de la métropole. Des habitants de la métropole qui sont de plus en plus nombreux à se déplacer à vélo. À Grenoble a beau être la ville la plus plate de France, un vélo électrique, ça fait tout de suite plus envie, surtout ça fait moins transpirer. Le problème, c'est que le vélo électrique séduit aussi les voleurs. Heureusement, une jeune start-up grenobloise a trouvé la solution, Lina Badreddine. Donc là, j'ai allumé le vélo, je vais me connecter. Dans un monde où tout est connecté, les vélos se doivent de l'être aussi. Mais ce n'est qu'un détail de la technologie d'e-Bike Labs qui s'est donné comme principale mission de rendre les vélos électriques moins chers à la fabrication, moins chers au kilomètre et plus durables. Je devais faire à peu près 25 km par jour en vélo, donc j'ai voulu m'acheter un vélo électrique et je me suis rendu compte, pour caricaturer, qu'il y avait soit des vélos électriques bas de gamme à 500 € qui tombaient en panne au bout de 3 mois, soit des vélos électriques à plus de 2000 € qui étaient inabordables pour moi parce que j'avais un budget d'environ 1000 €. Et donc c'est comme ça que je me suis conçu mon propre vélo électrique. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un énorme engouement et beaucoup de gens m'ont demandé de lui en construire un, donc j'en ai construit une trentaine. Mais Maël se rend vite compte que plusieurs soucis sont présents, puisque sur 30 vélos, 15 se font voler et les autres posent des problèmes de panne récurrentes. Mais qu'importe, Maël a fait un doctorat en mathématiques et informatique et il s'aperçoit grâce à sa spécialisation que le logiciel et les chiffres peuvent répondre à ces enjeux. Je le verrouille et là, même essayez de pousser, vous vous déplacez. Donc là, on voit que ça coince un peu. Donc là, je le déverrouille et si je le déverrouille, vous voyez, ça repart normalement. Avec ce système, pour pouvoir utiliser le vélo après l'avoir volé, il faudrait déjà changer toute la motorisation car ce dernier est directement verrouillé par le moteur. En plus, le vélo ne pourra pas être revalorisé et revendu car il devient inutilisable même comme simple vélo mécanique, ce qui lui donne finalement peu de valeur pour quiconque tenterait d'en tirer profit. Ce qui est vraiment unique chez e-Bike Labs, c'est de remplacer certains composants par le logiciel. Donc, comme le capteur de couple, c'est le capteur qui va mesurer la puissance de l'utilisateur sur le pédalier pour générer l'assistance. Donc ça, on n'en a plus besoin, on remplace par un logiciel. Certains capteurs dans le moteur qui vont suivre la température, la vitesse du moteur, on n'en a plus besoin. Et l'antivol physique, comme un cadenas, qu'on peut remplacer par le logiciel aussi. Et ça va permettre de gagner des coûts des composants et réduire le nombre de pannes qui sont associées à ces composants. Pour le moteur, souvent 90% des pannes sont dues à ces capteurs. Après 5 ans depuis sa création, e-Bike Labs compte 15 employés et a pour principaux clients les opérateurs qui déploient des grandes flottes de vélos électriques. e-Bike Labs est en pleine campagne sur le site WeSeed pour financer les 2 prochaines années de sa société et atteindre les contrats qui vont les amener à rentabilité en 2023. On l'a vu, les conséquences de la crise sanitaire sont multiples. L'une d'elles concerne tous celles et ceux qui seront touchés par le cancer. Docteur Gabriel Claude Girona, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la commission médicale du comité de l'Isère de la Ligue contre le cancer. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le rôle de la Ligue ? La Ligue a 3 missions. Tout d'abord, le soutien à la recherche, auquel nous tenons beaucoup, et nous y consacrons plus de la moitié de tout le revenu annuel.
Associé à cela, nous avons créé, avec notre présidente du comité, le professeur Alice Delors, une commission régionale qui a permis de fédérer 13 départements qui bien sûr, associent leurs moyens, leurs revenus pour soutenir des dossiers qui sont parfois très conséquents et qu'un seul comité ne pouvait aborder. C'est donc un succès considérable. Nous avons une centaine de demandes tous les ans et ces demandes sont doublement expertisées, classées et ensuite présentées aux différents comités qui les prennent en charge ou pas ou se polarisent à plusieurs pour les soutenir une seule action. Cela, c'est la recherche. Une deuxième action, c'est l'aide aux malades. L'aide aux malades, elle consiste en une aide financière tout d'abord. Et je reçois, étant président de la commission médicale, chaque jour 1, 2, 6 dossiers de demande d'aide concernant des objets extrêmement variés, extrêmement différents. C'est un loyer qui ne peut être payé, c'est l'eau, l'électricité, le gaz, les frais scolaires de l'enfant, c'est beaucoup d'objectifs, des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale. Et nous sommes là, nous étudions cela, nous apportons une solution dans les meilleurs délais. L'allocation conséquente suit le lendemain, le surlendemain. C'est assez remarquable. La troisième action à laquelle nous tenons particulièrement, c'est la psycho-oncologie. Quand nous avons été élus, la présidente actuelle, le professeur Alice Delors et moi-même, personne ne parlait de psycho-oncologie. Nous avons étudié cela, nous avons implanté 4 centres en Isère, à Grenoble, à Bourgoin, à Vienne et à Pont-de-Beauvoisin, où une spécialiste de psycho-oncologie reçoit sur rendez-vous les malades du cancer. Elle reçoit ses patients gratuitement et elle les reçoit 1 fois, 10 fois, 6 mois, 1 an si c'est nécessaire, tant que le besoin est ressenti. Associé à cela, il y a d'autres actions que nous menons, bien sûr, et nous essayons d'être au plus près des malades et cela, c'est très important. Alors, fin octobre, votre président national, Axel Kahn, disait sur France Info que le Covid-19 était beaucoup moins grave que le cancer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Mais c'est certes, c'est une maladie apparemment bénigne et seul un petit pourcentage nécessite des soins de réanimation, des soins de gravité. C'est une maladie qui, spontanément, guérit dans les 3/4 des cas. Alors que le cancer, lui, n'a pas du tout cette évolution. Et pour nous, c'est un suivi extrêmement rigoureux, extrêmement lourd qui doit être réalisé. Durant le confinement, des milliers de cancers n'ont pas été diagnostiqués. On parle de 30 000 pour le premier confinement. Quelles conséquences ça va avoir ? Il y a eu ce non-diagnostic de réaliser. Il y a eu le fait que, bien souvent, les patients, les malades du cancer, ont commencé un bilan, ne l'ont pas mené à fond parce que découragés et désorientés du fait de la publicité qui était faite au coronavirus. Il y a eu, de plus, l'interruption de soins en cours. Il y avait des malades qui étaient en chimiothérapie, qui étaient en radiothérapie et qui ont spontanément interrompu ces soins. C'est dramatique. Le résultat, c'est que vu 4, 5, 6 mois après, eh bien, les lésions ont continué d'évoluer. De ponctuelles, elles ont envahi les tissus proches, elles ont envoyé des métastases. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir maintenant des traitements extrêmement lourds à faire et des traitements, bien sûr, extrêmement pesants pour le patient, car il y a une anxiété fondamentale alliée à chaque diagnostic de cancer, à laquelle s'ajoute l'anxiété du virus d'ailleurs. Et les patients ont réagi très différemment en fonction de ces résultats. Alors,
nous les encourageons, nous leur enjoignons de reprendre leur thérapeutique, de reprendre contact avec l'hôpital, dont ils s'étaient écartés, car il y avait eu des mesures hospitalières un peu brutales, la déprogrammation de toutes les interventions chirurgicales et certaines suppressions de consultations externes. Les malades ont très vivement ressenti ces règlements et il a fallu les persuader qu'il fallait reprendre contact avec l'hôpital, car l'hôpital faisait ça dans un but... C'est ce que vous leur dites aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à aller vous faire diagnostiquer, continuez vos traitements. Mais bien sûr, bien sûr. Et l'hôpital avait pris ces mesures, bien sûr, dans la crainte d'un surcroît de demandes en réanimation. Il faut les comprendre. Mais si vous voulez, là, ça a été extrêmement mal ressenti par les patients. Alors actuellement, ils veulent bien nous prêter écoute et ils reprennent contact progressivement. C'est assez difficile, car ça n'est pas évident pour tout le monde. Merci beaucoup, docteur Girona, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. On va continuer. Je vais simplement dire au revoir à nos téléspectateurs et signaler que le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est bien sûr dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.